Trois très bons économistes pour en débattre. Natacha Valla, bonsoir. De 2018 à 2020, vous avez été directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne. Votre livre, Le futur de la monnaie, est paru aux éditions Odile Jacob, coécrit avec Michel Alietta. Et selon vous, Natacha Valla, la reprise est bien là et vous souscrivez aux mesures de soutien prises par le gouvernement, mais il faut maintenant que le marché du travail suive le mouvement. À côté de vous, David Kella, bonsoir. Vous êtes économiste, donc maître de conférence à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés. Et votre dernier essai, Populisme et néolibéralisme, est paru aux éditions de Bec Supérieur. Selon vous, on aurait pu espérer un peu plus de reprise, car les premières prévisions étaient plutôt effectivement autour de 6% de croissance. Pour vous, le plan de relance annoncé par l'Union européenne est trop faible. Et à côté de vous, Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier essai, Elie Cohen, La valse européenne, les trois temps de la crise, est paru chez Fayard. Vous dites... Prudence, attention à l'optimisme. Selon vous, la reprise économique est incontestable, mais nous sommes loin d'avoir effacé tous les effets de la crise. La France doit résoudre des problèmes structurels auxquels elle avait déjà du mal à faire face avant la pandémie. Et on démarre notre débat avec une question d'un de nos internautes toujours pertinent. Oui, toujours. Et c'est une question de téléspectatrice que je vous livre à tous les trois. Sur quels critères se base-t-on pour parler désormais d'une reprise économique de X%, parce que c'est un chiffre qui est régulièrement revu à la hausse ou à la baisse. Elie Cohen, la Banque de France, elle parle d'une croissance de l'économie française qui pourrait atteindre 5,75%. D'où est-ce qu'il sort ce chiffre exactement? Ce sont des projections, j'imagine. Et puis surtout, est-ce qu'on peut s'asseoir pour parler de reprise? C'est la prévision d'activité pour 2021 par rapport à 2020. Il ne vous a pas échappé que 2020 a été une année particulièrement sombre puisque l'économie a globalement décru. Elle a décru de près de 9%. Donc quand on dit qu'en 2021, on va faire 5 ou 5,5, c'est par rapport à une situation de décroissance. Et donc si on cumule, si on consolide les 2 années, ça veut dire qu'à la fin de 2021, on sera encore en dessous. Donc on n'a pas retrouvé le niveau... Non, on n'a pas retrouvé encore le niveau de fin 2019. Et donc tout l'enjeu, c'est à la fois d'effacer cette perte d'activité de 2020, si possible en 2021 et début 2022, et surtout de redémarrer parce que pendant cette période où nous n'avons pas cru, un certain nombre de secteurs économiques ont particulièrement souffert. L'hôtellerie, le tourisme. L'hôtellerie, mais pas simplement, l'aéronautique, qui est un de nos grands secteurs exportateurs. Et on l'évoquera sans doute tout à l'heure, mais certains économistes se demandent si la crise de 2020 n'aura pas été, comme la crise de 2008 ou comme la crise de 2000, un moment où nous aurons descendu une marche d'escalier dans notre potentiel économique. On en reparlera. En attendant, vous dites que nous n'avons pas cru, mais certains croient que nous allons croître. Ce sont les fameux investisseurs réunis à Versailles. Enfin, non, oui, les patrons de multinationales de banques. Et c'est le chiffre du jour. Chine témoigne de cette croyance. 3,5 milliards, une centaine de dirigeants multinationales étrangères ont confirmé ce lundi un investissement de 3,5 milliards d'euros en France, dans le cadre du sommet de Choose France. Il faut rappeler qu'en 2019, le chiffre était de 600 millions d'euros, donc c'était bien moindre. Donc ce chiffre, Natacha Valla, nous indique pour le coup que c'est reparti, que la France a retrouvé sa force d'attraction. Là, la bonne nouvelle est claire. Alors, ça indique une force d'attractivité de la France. Ça veut dire que ces gens-là ne sont pas altruistes. Ils viennent chercher de la croissance, c'est-à-dire qu'ils veulent investir. Il y a beaucoup d'argent qui cherche à s'investir dans le monde aujourd'hui, du fait des politiques économiques et du fait des richesses qui sont un peu allouées de façon... inégale de façon géographique. Donc les investisseurs vont venir chercher de la croissance et ils voient en France que le pays a des atouts. Et ces atouts sont de nature... C'est des atouts qui sont structurels. Pour le coup, on sait qu'on a des infrastructures qui sont quand même si certaines vieillissent, qui sont quand même avantageuses. On a une main-d'œuvre qui est quand même encore très bien formés, bien qu'avec la baisse de performance du système éducatif à moyen terme, il faudra se reposer la question. Mais aujourd'hui, ils viennent chercher ça aussi. Et puis, il faut dire aussi que les réformes fiscales, tant celles qui ont été conduites par le président Hollande que par le président Macron, sont quand même plutôt favorables de cette attractivité à l'investissement. Donc ça donne des facteurs, un ensemble de facteurs. On entendait dans le reportage, la France est un de mes premiers marchés. Il y a aussi cette dimension-là. On cherche à relocaliser par rapport au marché et aux débouchés. Donc il y a cette double logique qui fait que finalement la France est encore un pays attractif. Il ne faut pas oublier que ces investissements-là, en réalité, ça portera la croissance de demain.
Donc on peut compter sur de l'argent étranger, on peut aussi compter sur de l'argent autochtone, j'allais dire, parce qu'on a beaucoup d'épargne aussi en France qui devrait s'investir. Alors, ça, c'est les chefs d'entreprise étrangers. Mais David Kella, les chefs d'entreprise français se remettent à y croire. Hein. Je crois que l'optimisme a grimpé de 5 points en un mois le mois dernier chez eux. Alors, c'est quoi? C'est l'effet du quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce qui explique cet élan d'optimisme, cette euphorie, ce début d'euphorie? Oui, alors, mais bon, faut quand même relativiser. Les investissements étrangers, c'est pas non plus énorme. Hein. C'est moins de 4 milliards d'euros. Hein. Donc, c'est rien, c'est peanuts par rapport à l'ensemble d'une économie comme la France. C'est beaucoup mieux qu'il y a 2 ans déjà. De PIB. Oui, mais enfin bon, après, il faut voir ce qui aurait été fait indépendamment, parce que là, on fait une annonce, mais c'est pas forcément... Enfin, ça ne veut pas dire que les autres années, il y avait zéro, quoi. Hein. Bon, les investisseurs étrangers, ils investissent dans tous les pays du monde, y compris en France, bien sûr. On est dans l'Union européenne, on est un pays ouvert aux investisseurs. Et les patrons français, eux, ils ont confiance. Alors, les patrons français, ils ont confiance, parce qu'évidemment, ils sortent d'une année très dure, ils ont été massivement aidés, et ça, c'est très bien. Hein. Le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, et puis, bien sûr, toutes les aides sectorielles qui ont quand même permis à beaucoup d'entreprises de ne pas faire faillite. Maintenant, donc c'est normal qu'ils soient contents. Ils sont passés la crise et puis tout le monde se dit, tiens, maintenant avec la vaccination, ça va peut-être être terminé. Peut-être et peut-être pas, on verra, hein, parce que l'optimisme d'aujourd'hui peut parfois se transformer en pessimisme de demain. On n'a pas fini avec cette crise. Par contre, je voulais quand même dire une chose, c'est que effectivement, la reprise qu'on attend sera plus faible que la décroissance qu'on a eue. Donc, on va effectivement se retrouver à la fin 2021 dans une situation moins bonne qu'à la fin 2019. Mais il faut aussi pas oublier que lorsqu'on baisse de 8% et qu'on remonte de 8%, on est à un niveau plus bas. Parce que c'est le principe des pourcentages. C'est-à-dire que le pourcentage de croissance est basé sur une année de 2020 qui a été plus faible. Bon. Et donc, il faudrait avoir une croissance de 10% pour vraiment réussir à revenir. Et puis, si on voulait revenir au rythme d'avant, il faudrait beaucoup plus. Donc oui, les patrons sont optimistes. Beaucoup d'entreprises n'ont pas fait faillite alors qu'elles auraient pu faire faillite. Justement, Elie Cohen, il y a une formule qu'on a beaucoup entendue en parlant du dégel, en disant quand on sortira du confinement, c'est celle de mur des faillites. On a dit la France va devoir affronter un mur des faillites. On va y échapper, en fait, quand on voit les chiffres que l'on nous indique. Finalement... Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que le plan de soutien de l'activité a été tellement généreux. Les facilités de crédit mises en place ont été tellement généreuses qu'en fait, on découvre en sortie de crise, si vous voulez, des entreprises qui sont surliquides, qui disposent de moyens financiers considérables, qui ont de la trésorerie et dont les chiffres de faillite ont relativement baissé par rapport à une année normale. Alors, il faut quand même se dire que l'économie a été sous cocon pendant 18 mois. Donc, lorsqu'on sortira du cocon, lorsqu'on retirera les bandelettes du quoi qu'il en coûte, l'indemnisation du chômage partiel, les charges différées, l'aide pour payer les loyers, les impôts différés, les prêts qui vont devoir être remboursés, lorsque tout se remettra en place, on constatera sans doute... un certain nombre quand même de pertes d'emplois par rapport à la situation de 2019, un certain nombre d'entreprises qui vont disparaître quand même. Je pense que les petites entreprises dans les secteurs de la restauration, etc., vont quand même souffrir, c'est-à-dire que le système qui survivra ne sera pas le même que celui qu'on avait en 2019. Et donc oui, mais... Au total, le système aura été remarquablement résistant. Une question sur le bas de laine colossal engrangé par les Français pendant la pandémie, c'est 160 milliards d'euros, n'est-ce pas ? Oui. À peu près, à la louche. Comment les inciter à le dépenser ? Parce que c'est important. Alors, il y a plusieurs solutions. On va déjà voir là, maintenant, à partir du moment où les possibilités de dépenser se concrétisent. On parle du tourisme. Quand vous parlez aux entreprises du tourisme et de l'hôtellerie, on vous dit oui, les réservations sont très, très élastiques. C'est-à-dire, dès qu'on déconfine, dès qu'on enlève une contrainte, tac, la demande est là, on la sent. Donc, on va voir déjà, dans une première phase, si cette épargne-là, cette épargne forcée, va se remobiliser. Et ensuite, le vrai test, ce sera... Qu'est-ce qui est arrivé à notre aversion au risque ? Est-ce que collectivement, on va avoir tendance à garder un bas de laine ? Parce que réforme des retraites, parce que beaucoup plus d'incertitudes, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc c'est là, confiance. Voilà, c'est là qu'il faudra vraiment enclencher peut-être des nouvelles réflexions au niveau des incitations. Alors, il y a des freins à cette croissance, à cette reprise, Nadia, notamment au niveau, par exemple, des matières premières. Oui, ça c'est très, très, très déstabilisé. C'est important ce qui se passe en ce moment. C'est assez simple, puisqu'on manque d'absolument tout en France, ou presque. On manque de bois, on manque de plastique, on manque de ferraille, on manque de verre, on manque de carrelage, on manque de composants électroniques. On va y
y revenir. Aucune matière première, ou presque, n'est épargnée par cette gigantesque pénurie. Et c'est une crise qui affecte de nombreux secteurs, comme l'automobile et surtout le BTP. Les responsables, ils sont assez faciles à trouver. Ils sont à chercher du côté de la Chine et des États-Unis. Ils ont tous les deux, on l'a vu, redémarré très fort au sortir de la crise sanitaire, en tout cas de son plus haut. Ils se sont immédiatement accaparés ces matières premières. La Chine est particulièrement gloutonne, notamment en métaux rares. Elle en produit beaucoup, mais elle en importe également massivement. Regardez par exemple ce métal. Il s'agit d'un métal qui s'appelle le néodyme. C'est un composant qui est indispensable à la fabrication de tas de choses, des éoliennes en mer, des moteurs de voitures électriques, des smartphones. La Chine en a importé en 2020 le tiers de la demande mondiale. Et cette pénurie, elle a inévitablement provoqué chez nous une flambée des prix. Entre juillet 2020 et février 2021, l'acier a augmenté de 107%, l'aluminium de près de 30%. Les coûts de transport, ça c'est encore autre chose, ils ont explosé. Et cette conséquence est très visible. Des chantiers qui sont à l'arrêt, d'ailleurs on les voit dans les rues. D'après la Fédération française du bâtiment, un chantier sur 5 pourrait s'arrêter d'ici 3 mois. David Kella, comment est-ce que la France peut devenir plus indépendante sur ce marché des matières premières? Et je ne parle même pas des médicaments, qui est aussi un autre sujet. Et du bois. Ouais. Alors, les matières Comment est-ce qu'on premières, fait il faut en produire là où elles sont disponibles. Mais évidemment, le bois, on pourrait tout à fait en produire. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des forêts ou des achats chinois qui, en fait, privent nos manufacturiers de bois français. Donc c'est un peu paradoxal que la France exporte son bois brut et importe des meubles ensuite. Et alors, il faut quand même dire que c'est un peu normal que dans une phase de reprise très forte, après une désorganisation complète des chaînes de production, du commerce, il y ait une flambée des prix. Toute la question est de savoir si ça sera durable. Ça pourrait être durable si effectivement il n'y a pas de production derrière. Donc là, les premiers services, ce sont les Américains et les Chinois, c'est pas l'Europe. C'est eux qui payent le plus cher et c'est eux qui ont des besoins, qui ont commencé la croissance avant On nous. laisse faire. C'est en Chine que se trouvent beaucoup d'usines, donc forcément, et donc, nous on est dépendants aussi des importations. Donc, moi je pense qu'il serait quand même intéressant d'avoir une réflexion stratégique sur, globalement, au moins à l'échelle européenne. Flambée des prix, vous dites, alors, pour les matières premières. Elie Cohen, Il y a deux choses à ne pas confondre. Ouais. Il y a un premier phénomène qui a été lié à la désorganisation que nous avons connue avec le Covid. Il y a des usines qui se sont arrêtées, notamment les usines de composants. Il y a des mines, notamment en Amérique latine, qui se sont arrêtées. Et donc, on a eu à un moment une pénurie physique de cuivre. Et donc, à ce moment-là, quand il y a une pénurie physique, il y a une flambée des prix immédiatement. Et comme la reprise chinoise, comme vous l'avez dit, a été très rapide, et que la reprise américaine est venue derrière, et qu'elle a été très vigoureuse, les Européens se sont trouvés un peu démunis. Et donc, ça s'est traduit par des pénuries et des hausses de prix. Un autre problème est qu'avant tout ça, nous étions très dépendants pour l'approvisionnement dans un certain nombre de composants dits stratégiques, les composants électroniques bien sûr, mais également les terres rares. Et par exemple, sur les terres rares, la Chine a joué une stratégie de monopolisation, c'est-à-dire qu'elle a tué la concurrence partout dans le monde en fournissant à bas prix des terres rares. Et donc, tout le monde était trop content d'acheter des terres rares en Chine. Et nous, par exemple, en France, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant stagiaire, j'étais à une usine de Rhône-Poulenc à La Rochelle qui raffinait des terres rares. Et nous avions une activité terres rares en France qui était largement prospère et qu'on a fini par fermer. Donc là, ce qu'on est en train de découvrir, et c'est l'Europe qui est en train de se saisir du sujet, c'est qu'il faut qu'on reconstitue une capacité propre. Alors, il y a des possibilités à produire, à raffiner, à développer des stocks de précaution, à multiplier, si possible, les fournisseurs pour ne pas dépendre d'un fournisseur unique. Il y a toute une série de programmes européens qu'on est en train de lancer dans ce domaine. Une question à propos du plan de Oui, relance. Natacha Valla, 100 milliards pour le plan de relance français, dont 39,4 milliards venant de l'Union européenne d'ici à 2026. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Est-ce que ce plan de relance est à la hauteur des ambitions françaises? Tout est une question des talents. Moi, il me semble que c'est quand même pas mal d'argent. Quand on compare ça aux grandes masses des finances publiques pré-Covid, ça fait quand même une certaine somme. La question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Jusqu'à maintenant, l'intervention publique, on ne pouvait pas faire autrement, mais c'était pour soutenir, pour éviter que l'économie s'écroule, pour éviter qu'il y ait des inégalités irréversibles qui s'introduisent dans la société. Donc on a vraiment tout, il y a eu l'assurance chômage, etc. Maintenant,
je pense qu'on doit rentrer dans une deuxième phase de réflexion par rapport à la façon dont on va dépenser cet argent. Quel secteur clé? Voilà, Ouais. et réfléchir. Quels sont les secteurs clés pour nous en Europe? Il y a une réflexion stratégique au niveau industriel, au niveau d'approvisionnement, et il y a une réflexion stratégique aussi au niveau de l'innovation et du modèle de croissance de demain. Et ce modèle de croissance, la réflexion, elle est d'une part technologique et d'autre part organisationnelle, les valeurs qu'on veut porter derrière cette croissance-là. Et je pense que si on mobilise la majorité de cet argent-là sur un plan, sur plusieurs années, sur cette réflexion-là, je pense qu'on sera capable d'augmenter la croissance potentielle. En intégrant le paradigme du réchauffement climatique, ce sera fait, ce sera Non, mais suffisant? le problème, c'est que ces 100 milliards, effectivement, ça paraît beaucoup d'argent, mais il faut quand même relativiser, puisque par rapport au plan américain, c'est quand même pas grand-chose Oui, mais à l'échelle européenne et à La l'échelle première française. économie, oui. Oui, je parle en pourcentage du PIB, donc c'est-à-dire relativement à la taille du pays. D'autre part, sur les 100 milliards, il y a aussi des milliards qui ne sont pas en fait des plans de relance. Quand on parle de diminuer, de supprimer, de diminuer de 20 milliards les impôts de production, par exemple, 2 fois 10 milliards par an, c'est pas vraiment quelque chose qui va relancer l'activité. Ça va peut-être relancer l'attractivité, cette fameuse attractivité, mais est-ce que ça va vraiment donner du travail aux gens? Moi, j'en doute. Et puis, en plus, il faut voir sur combien d'années ce plan de relance est fait. Parce que 100 milliards, c'est un beau chiffre, mais 100 milliards sur 1 an et 100 milliards sur 3-4 ans, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, par ailleurs, en fait, le problème de l'argent européen, c'est que la France se porte garant de cet emprunt, solidairement avec les autres pays, par rapport à sa quote-part dans le PIB, mais du coup, elle garantit pour plus de 60 milliards. Donc elle va toucher 40 milliards, mais si jamais on ne trouve pas des ressources propres dans l'Union européenne, eh bien, elle devra payer plus que ce qu'elle a emprunté. Donc pour l'instant, et puis dernier aspect quand même, l'aspect technocratique, c'est-à-dire que tous ces plans, eh bien, ils supposent tout un ensemble de conditions qui sont mises en œuvre à la fois à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Et si on fait trop de technocratie, à la fin, ça ne bouge plus beaucoup. Et ça aussi, c'est un vrai problème.